Un rebonjour, une dernière capsule pour le cours 1 de caractère méthodologique, celle-ci. En effet, on va bel et bien étudier cette session l'histoire de la civilisation occidentale, là, de la préhistoire jusqu'à la révolution industrielle. Et il demeure qu'il est également prévu une série d'ateliers portant sur des méthodes du travail intellectuel, MTI. Il y a d'ailleurs quelques tests là-dessus. Il y en a une demi-douzaine dans la session, mais surtout au début. Pourquoi? Ben parce qu'en plus d'apprendre de nouvelles notions, il faut bien sûr améliorer vos techniques de travail. C'est ainsi, par exemple, que vous venez de visionner une capsule sur la prise de notes. Il va y en avoir d'autres sur les explications de texte, les courants de pensée. Mais celle-ci m'intéresse et m'intrigue particulièrement parce qu'elle porte justement sur le programme où vous étudiez. Effectivement, en général, un programme d'études ou une discipline désigne son objet d'étude. Par exemple, la menuiserie, ben, fait de la menuiserie. La littérature, fait de la littérature. Ceux qui étudient en philosophie, ben, ils philosophent. Et que font au juste les gens inscrits au programme de sciences humaines, de sciences sociales? Ces deux termes-là, vous les avez vus passer depuis le SRAM l'hiver dernier. Vous avez vu le programme sciences humaines sans maths, avec maths, sciences sociales. Ces termes-là reviennent aussi cet automne. Vous les revoyez à nouveau. Vous voyez des choses comme département sciences sociales, d'histoire et de géographie. Et quoi y comprendre au juste? Alors, à propos de la confusion entre sciences humaines et sciences sociales, quelle est leur différence, puis qu'est-ce qu'elles étudient au juste, vous vous êtes bien sûr construit tant bien que mal une explication. Vous avez trouvé du sens là-dedans. Mais cette explication-là, un peu molle, on va maintenant l'analyser un peu plus en détail. Bien sûr, elle consiste à dire que les sciences humaines étudieraient l'humain et les sciences sociales étudieraient la société. Spontanément, c'est ce que vous allez répondre et vous vous doutez en le disant que ça n'a pas de bon sens. L'humain et la société sont indissociables. Là. Vous le savez depuis l'enfance que l'humain est influencé par la société et vice-versa, ça va sans dire. De la même manière, peut-on étudier l'humain en faisant abstraction de la société et vice-versa? Poser la question s'il répond, bien sûr que non. Alors, cette explication-là consistant à dire que les sciences humaines s'intéressent, par exemple, à ce qui est intime, la psychologie, le relève de l'affectivité, et dire que cela est distingué de la société, des rapports entre les personnes et les rapports avec l'État, l'organisation sociale, d'emblée, ça marche pas, parce qu'il n'y a pas une discipline qui peut étudier ces champs de manière compartimentée. Alors, il faut trouver autre chose. Donc, en partant, on a un problème avec cette définition-là. Alors, on se retrouve devant un véritable problème sérieux qui est pourtant soluble, mais malheureusement, la réponse n'est pas simple. Donc, considérons que si sciences humaines et sciences sociales ne se distinguent pas par leur objet d'étude, on peut pas dire, par exemple, qu'il y a les sciences qui s'intéressent strictement à l'humain et d'autres à la société. Il faut trouver une autre explication. Or, l'explication n'est pas de définir des champs disciplinaires. Je vous propose la distinction suivante, c'est que les sciences ne se définissent pas par leur sujet d'étude. On ne peut pas dire, par exemple, que l'histoire s'intéresse au destin de passé humain. La preuve, d'autres disciplines comme la sociologie, la science politique s'y intéressent. Est-ce que la science politique a le droit d'étudier l'époque de Kennedy aux États-Unis ou de Duplessis au Québec? Bien sûr que oui. Ça n'appartient pas de manière stricte à l'histoire. De la même manière, est-ce que les historiens ont le droit de s'intéresser aux phénomènes politiques? Évidemment que oui. Alors donc, ce sont pas des chasses gardées. Ça peut avoir l'air de ça, mais ce n'en sont pas. Parce que c'est certainement pas la bonne manière de définir ces disciplines-là. Non, c'est pas par leur sujet d'étude que les sciences humaines se distinguent. C'est par leur visée. Leur visée, c'est-à-dire, en d'autres mots, leur objectif. Que veulent-elles faire? Quelle est la tâche? Quelles tâches se sont-elles données? Et c'est là-dessus que ça va se jouer. Donc, au-delà des compartiments, il faut plus voir ça ainsi, même si de manière pratico-pratique, c'est souvent ça qui se produit. Les disciplines étudient un champ ou un objet en particulier. La réalité plus profonde, c'est que ces disciplines-là se distinguent d'abord et avant tout par leur visée, leur objectif. Quel objectif poursuivent-elles? Ainsi, pour y arriver, il faut trouver l'origine du mot humaine dans sciences humaines. Et ce n'est pas ce que vous pensez, là, s'intéresse à l'humain. Non, ça vient du latin humanitas, qui, croyez-le ou non, consiste à dire rendre meilleur, comme humaniser. Vous connaissez l'expression, c'est un individu très humain, donc sensible aux autres, etc., empathique, pourrions-nous dire. Alors, ironiquement, ça remonte à l'Antiquité grecque. On disait les humanités ou humanitas, c'est-à-dire qu'on étudiait afin
d'être un humain plus complet, plus épanoui, plus en phase avec les autres autour de soi. Donc, c'est très éthéré, pourrions-nous dire, mais c'est de ça dont il faut partir, et c'est l'origine du terme humain dans sciences humaines, croyez-le ou non. Par conséquent, cette mutation-là va se poursuivre au Moyen Âge. Au Moyen Âge, on voit apparaître les universités. Et les universités, essentiellement, on y retrouve, comme ici la Sorbonne, on y retrouve des professeurs, comme ici Thomas d'Aquin, qui était professeur de théologie à l'Université Sorbonne à Paris. Et à l'université, dis-je, au Moyen Âge, les cours sont essentiellement distingués en 3 grands champs. Bien sûr, la médecine, parce qu'il faut bien guérir les corps ou tenter de le faire. Ensuite, la théologie, parce que Dieu est au cœur de la vie sociale et culturelle à l'époque. Donc, on forme des prêtres, des évêques, mais aussi des philosophes, etc., tout autour de la notion de religion. Et enfin, il y a un fourre-tout qu'on appelle à l'époque déjà les humanités ou les humanitas, où on enseigne à l'humain à devenir meilleur. Ça comprend par exemple la littérature, ça comprend le droit, c'est-à-dire la justice, l'histoire, la géographie, des notions qui sont pas véritablement distinguées à l'époque. On se contentait de dire les humanités, qui consistaient pour l'essentiel à beaucoup voir l'histoire, c'est vrai, la littérature pour l'essentiel, mais qui était en somme un véritable fourre-tout où on mettait en gros ce qui n'était ni de la médecine ni de la théologie. Ça s'est poursuivi pendant une dizaine de siècles, cette tradition-là, si bien que les plus anciennes sciences humaines, histoire et géographie, ça apparentait plus à un genre littéraire qu'à véritablement une poursuite scientifique, parce qu'on était loin d'avoir des préoccupations scientifiques. Les préoccupations étaient d'abord humanistes et accessoirement littéraires. Ça change complètement dans les années 1600. Ce qu'on a appelé la révolution scientifique, je suis sûr que ça vous dit quelque chose, le Galilée, Newton, Copernic, c'est une véritable rupture là, dans le monde des connaissances et ça se fait en gros, non pas à l'université, mais dans les cabinets de recherche. Parce que rappelons-le, les Newton, Galilée, Copernic là, ne viennent pas de l'université. Ce sont des chercheurs indépendants en marge de l'université, de la tradition théologique, médicale, gréco-latine. Ils vont faire une recherche personnelle, mais ils vont profondément bouleverser le monde des connaissances, vous vous en doutez bien, là, avec notamment une toute nouvelle méthode là, qui n'a rien à voir avec la scolastique des universités et qu'ils appellent, eux, la méthode scientifique ou la méthode reposant sur des théories. Donc, ils vont faire naître ce qu'on appelle les sciences physiques, complètement distinguées désormais des humanités, de la médecine ou de la théologie. Ça bouleverse profondément le monde des connaissances et ça va véritablement mettre l'université devant un certain nombre de réalités. Ils ne font que de la littérature, alors que les véritables recherches sérieuses qui font avancer les connaissances semblent se dérouler en marge de l'université. Alors donc, rappelons que la méthode expérimentale, développée notamment par Francis Bacon ou Isaac Newton, consiste à poser qu'il faut expérimenter des connaissances, les tester, les retester, afin de produire des théories qui vise à expliquer les phénomènes naturels. Cette approche-là, il y avait eu des tâtonnements durant la Grèce antique et c'est véritablement posé comme méthode à partir des années 1600 au 17e siècle. Et c'est à partir de là, donc, que l'université va avoir des questions à se poser. Alors, l'université va avoir des questions à se poser, les humanités vont avoir des questions à se poser. Si, d'un côté, on peut expliquer de manière rationnelle les mathématiques, les phénomènes de la nature, les phénomènes physiques, ne pourrions-nous pas tenter cette expérience aussi pour les phénomènes humains, les phénomènes sociaux? Et c'est là qu'on retrouve la naissance des sciences sociales. C'est au 19e siècle, dans les années 1800, que un certain Auguste Comte va poser la question appliquer à la société la méthode et la rigueur des sciences physiques. Est-ce que c'est possible? Et c'est le pari qu'il tend lorsqu'il fait reposer l'idée qu'on puisse expérimenter, observer la société et l'humain, non pas comme un objet littéraire et poétique, mais véritablement comme un objet de science, où peuvent s'appliquer des théories générales, que ce soit la théorie des classes sociales ou, avec Sigmund Freud, la théorie du complexe d'Oedipe, les théories comportementales de Piaget. Bref, appliquer littéralement à l'humain la méthode des sciences physiques. La première de ces sciences sociales, à tout seigneur tout honneur, ce sera la sociologie. Imaginez, la sociologie, étymologiquement, ça veut dire science de la société. C'est-à-dire, littéralement, observer les humains comme s'ils étaient des microbes sous un microscope. Là, sans ironie, on peut véritablement dire que le pari d'Auguste Comte, c'est de plaquer la méthode qui était imposée dans les sciences physiques, de les appliquer aux humanités et à donner naissance, de ce fait, aux sciences sociales.
Ben, ces sciences sociales, c'est celles qui vont envahir l'université. À côté des humanités, on va voir apparaître des nouvelles sciences de la société, mais qui tentent d'appliquer la méthode des sciences physiques. Donc, des disciplines comme sociologie, mais aussi psychologie, économie, sciences politiques, anthropologie, linguistique, toutes les disciplines que vous allez apprendre à connaître au cégep, là. On va donc décrire la famille des sciences humaines. On va essayer de mettre un peu d'ordre, donc, puisque ce ne sont pas par leur objet qu'on peut distinguer l'histoire, la géographie ou la science politique, mais bien par leur objectif. Voyons un peu mieux quels sont ces fameux objectifs-là. On distingue donc d'abord les sciences explicatives, qui s'appuient sur des théories qui tentent de reprendre des pratiques des sciences physiques et d'observer l'individu et la société comme des objets de science. On inclut donc là-dedans ce qu'on appelle désormais les sciences sociales. Sociologie, psychologie, économie, sciences politiques, qu'ont en commun toutes ces disciplines-là. Ce n'est pas leur objet, là. Il peut tout à fait diverger entre la démographie et puis la sociologie, par exemple, mais c'est qu'elles ont en commun d'avoir cette préoccupation scientifique, c'est-à-dire de faire reposer l'acquisition de connaissances sur l'expérimentation, les méthodes liées à la théorisation de l'objet, à sa définition stricto sensus scientifique, et en ce sens de se distinguer de ce qu'on appelait à l'époque les humanités. Ces humanités-là existent toujours, on les cantonne désormais parmi les sciences descriptives. Elles rassemblent et organisent les connaissances. Bien sûr qu'elles peuvent aller jusqu'à établir la causalité ou la finalité des phénomènes, comme par exemple si j'étudie la Révolution française, je vais essayer d'en expliquer les causes et les conséquences, mais ça va guère plus loin que ça. C'est-à-dire que les sciences humaines traditionnelles, par exemple la géographie, l'histoire, l'étude littéraire, sont devant des phénomènes d'une telle profusion, d'une telle complexité qu'elles n'ont pas pour prétention d'essayer de tout cantonner à l'intérieur de théories. Elles ont d'abord pour objectif d'accumuler, de constituer un corpus de connaissances, de tenter de l'organiser, c'est-à-dire à partir de causes-conséquences, par exemple, mais sans aller jusqu'à essayer de l'observer de manière scientifique ou, par exemple, en recourant à l'expérience. On ne pourra pas, en histoire, par exemple, arriver à définir théoriquement qu'est-ce qu'une révolution ou en géographie, expliquer de manière scientifique pourquoi une population s'installe ici ou là, par exemple. Il faut aussi ajouter la famille des sciences juridiques. Cette famille-là autour du droit, donc la justice, mais aussi la criminologie, par exemple, sont des disciplines intéressantes parce qu'elles ont à la fois un pied dans les sciences sociales et un pied dans la science appliquée. Je m'explique. Les sciences juridiques pourraient se définir par une observation des phénomènes sociaux afin d'y adapter le droit et les règles de vie en société. Ça peut vous paraître théorique, là, mais tout compte fait, c'est tout à fait plausible. Je vous donne un exemple très récent, là. La légalisation de la marijuana au Québec et au Canada pose un problème qui est lié aux sciences juridiques. On a dû, au préalable, observer la société, voir l'état d'avancement de la culture, des mentalités. On a dû aussi évaluer quel serait l'impact d'une légalisation. Est-ce que ça accroîtrait la consommation chez les jeunes? Est-ce que ça ferait en sorte d'accroître la délinquance? Quel serait l'impact sur le crime organisé? Toutes ces questions qui relèvent des sciences sociales, qui sont menées par des sciences juridiques, afin ensuite d'aller influencer le législateur, d'aller conseiller les tribunaux, afin de voir si telle ou telle règle devrait ou non être bonifiée ou modifiée. On a tant d'exemples, là. On a parlé récemment, par exemple, de l'âge du consentement sexuel. À quel âge un individu devrait être libre de consentir ou non à des relations sexuelles? C'est une question qui n'est pas que morale, là. C'est une question qui repose aussi sur une observation de l'évolution des mentalités, de la culture, et aussi des conséquences juridiques d'un tel geste. Vous voyez un peu, en somme, l'objet spécifique des sciences juridiques qui les distingue. Il faut également mentionner la philosophie. La philosophie est-elle une science humaine? La question se pose, et elle se pose souvent, mais les philosophes tiennent beaucoup à garder leur distance. Sans doute, si vous demandez à votre prof de philo si c'est une science humaine, il va vous dire non, parce qu'ils sont très fiers de leur indépendance. Mais dans les faits, les philosophes sont très, très près des sciences humaines, notamment au niveau de leur bibliographie, de leur manière de fonctionner, de leur manière de déduire, de mener des recherches, mais de manière générale, ils tiennent à l'indépendance parce qu'ils tiennent à maintenir un regard critique sur l'acquisition des savoirs en sciences humaines.
L'observateur est extérieur aux sciences humaines, il valide et critique l'acquisition des savoirs. Ça concerne notamment le champ d'épistémologie. C'est un mot que vous connaissez pas, qui est une des branches de la philosophie consistant à valider, à critiquer le travail que mènent les scientifiques dans d'autres domaines. Je vous donne un exemple bien niaiseux. La science physique a mené pendant des décennies des recherches sur l'atome, sur les phénomènes nucléaires, jusqu'à arriver au point où elle était capable de concevoir une arme de destruction massive. Les physiciens ont mené des recherches époustouflantes, mais il y a une question qu'ils ne se sont pas posées, c'était pas à eux à se la poser. Est-ce que c'est pertinent de construire une bombe atomique? Alors, les philosophes, eux, du point de vue de l'extérieur, sans maîtriser la physique nucléaire, sont en mesure, avec leurs outils, de poser la question, mais est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est pertinent? Est-ce que c'est judicieux que les scientifiques se rendent jusqu'au l'extrême limite de ce que la méthode scientifique leur permet. On a, avec la bombe atomique, un bel exemple où les sciences physiques ont mené des belles recherches magnifiques, prodigieuses, mais où ça prend des philosophes, néanmoins, afin de valider, de critiquer d'un point de vue épistémologique la validité de telle ou telle recherche qui est menée. Je m'en tiendrai à ça pour l'instant. On va donc tenter un tableau synthèse. On va opposer donc d'un part les sciences physiques. Vous les connaissez assez bien, là, du moins de nom, la physique, la chimie, la biologie, l'astronomie. Alors, elles étudient toutes, disons, des champs différents. Elles sont impliquées dans des réalités physiques, naturelles, dis-je, différentes, que ce soit l'espace, la biologie, les phénomènes vivants, la géologie, mais elles ont tout en commun de faire remonter leur méthode au XVIIe siècle, lorsqu'on a mis au point la méthode expérimentale, la théorisation des savoirs, afin notamment d'identifier et de définir les lois de la nature, afin de mieux les comprendre et de les appliquer jusqu'à leur ultime limite. On va donc distinguer en général les mathématiques qui font partie, disons, des sciences physiques, mais qui s'en gardent bien. La première raison, c'est d'abord parce que elles n'ont pas d'objet spécifique, elles ne sont pas appliquées particulièrement à un domaine de la nature en particulier, mais sont toutes utilisées. C'est-à-dire les mathématiques sont toutes utilisées par les sciences physiques qui ont régulièrement besoin des outils développés par des mathématiciens. L'autre distinction, c'est que les mathématiques ont développé une méthode, des pratiques qui les distinguent des sciences physiques et elles tiennent à développer leurs propres outils selon sa démarche qui est spécifique à cette discipline. On distingue également la grande famille des sciences humaines là, que vous connaissez. D'abord, les sciences humaines anciennes, les humanités qui datent du Moyen Âge, hein, l'histoire, la géographie, l'étude littéraire. Leur tradition, leur méthode évolue, mais leur objet ne change pas. Il consiste à accumuler, à constituer un corpus de connaissances, à organiser les faits selon un mode compréhensible. On peut aussi chercher les causalités d'un phénomène, pourquoi la Révolution française, quelles en sont les conséquences. En géographie, pourquoi la population a fait ces choix-là dans telle ou telle circonstance, ou les études littéraires, je sais pas, moi, pourquoi tel personnage de Voltaire agit de telle manière. Mais ça ne va pas beaucoup plus loin que de décrire les phénomènes. En revanche, à l'intérieur des sciences humaines, on retrouve des disciplines, disons, des sciences dures. Sociologie, sciences politiques, anthropologie, psychologie, économie. Qu'est-ce qu'elles ont en commun? Oui, elles s'intéressent toutes à des objets, disons, des tiroirs de la réalité sociale différente, le comportement humain, le comportement en société, les règles des flux financiers. Mais elles ont toutes en commun, à l'intérieur des sciences humaines, de se donner une méthode qui s'apparente beaucoup aux sciences physiques, c'est-à-dire repose sur l'expérimentation, la théorisation et la recherche de lois en société. Le plus bel exemple, c'est la psychologie. La psychologie, dis-je, qui cherche bien sûr à décrire les phénomènes du comportement, que ce soit le complexe d'Oedipe, les lois de développement de la personne, les étapes aussi, ou en économie, c'est encore plus évident. Pensons à la loi de l'offre et de la demande. Hein, quand les prix augmentent, la demande descend automatiquement. C'est l'économie fonctionne essentiellement par des lois, des propositions qui sont testées de manière appliquée ensuite. Donc, on va également distinguer les sciences juridiques. À l'intérieur des sciences humaines, les sciences juridiques sont très proches des sciences sociales. Hein, on pense à la criminologie, par exemple. Mais en revanche, elles ont aussi un côté appliqué, en essayant donc de comprendre et d'analyser la société afin d'influencer le législateur et les tribunaux en vue de telles lois ou de telles réglementations qui viseraient à adapter le droit à la réalité sociale changeante et de s'y adapter.
On distingue enfin la philo et sa famille, là, que ce soit l'éthique, la logique ou l'épistémologie, dont l'objet en particulier est spécifiquement de critiquer les savoirs acquis par les sciences, de jeter un regard critique sur leur travail à partir de ses propres outils qui sont assez sommaires, là, qui datent pour l'essentiel de la Grèce antique, c'est-à-dire la logique, le syllogisme, l'opposition, les contradictions dans les savoirs, afin donc de pouvoir dans une perspective disciplinaire, se donner pour mission de valider les savoirs acquis dans d'autres domaines de la connaissance. Voilà, je m'en tiendrai à cette capsule d'une quinzaine de minutes. Ça devrait être suffisant pour faire les deux petits exercices que vous allez voir dans la rubrique test et qui portent justement sur l'opposition sciences humaines, sciences sociales. À tantôt.